société d'hier aujourd'hui, la famille semble être par excellence le premier lieu de socialisation de tout individu. Excellence, Monseigneur l'archevêque, Excellence, distingués membres du commissariat du cinquantenaire, Mesdames et Messieurs, chers amis, avant de commencer, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de dire merci aux membres du comité scientifique, organisateurs de cette rencontre, ainsi qu'à vous tous, pour avoir accepté de venir si nombreux, écouter toutes les communications retenues ce jour. Je me réjouis de votre disponibilité. Je félicite également le comité organisateur et le remercie d'avoir pensé à la femme dans le lot des activités marquant les 50 ans d'indépendance de notre pays. Vous avez vu juste, car la femme a un rôle de choix et primordial dans la vie sociale. Non seulement elle donne la vie, mais elle sait surtout la préserver et de manière certaine. Elle contribue à forger les personnalités des futurs adultes. Au plan démographique, il est utile de préciser que la femme représente 53% de la population congolaise. Il serait donc déraisonnable de continuer à penser le développement du Congo sans réserver une place équitable à la femme. L'histoire récente du Congo, avec ses guerres successives, n'est pas très encourageante, vu que le peu de progrès constaté a été réduit à néant dans les sociétés plus traditionnalistes et particulièrement dans les milieux ruraux. Je ne peux donc débuter mon propos sans avoir une pensée pieuse à l'endroit de nos sœurs congolaises qui, en ce moment, ont abandonné leurs habitations, fuyant le crépitement des balles avec leurs enfants et leurs maris. Je pense principalement à nos concitoyennes de l'Est du pays, ainsi qu'à celles de l'Équateur. La guerre fait certes des victimes civiles, et c'est souvent inacceptable. Cependant, la condition qu'elle impose aux femmes exige que des actions concrètes soient menées afin de bannir les violences faites aux femmes. Aucune cause ne se trouve grandie en bafouant la dignité des personnes les plus vulnérables. La liste des exactions infligées aux femmes est beaucoup trop longue. Viol, esclavage sexuel, torture, rape d'enfants, éclatement forcé de familles, entre autres. Que toutes ces femmes congolaises, victimes innocentes des conflits, trouvent ici l'expression de toute ma compassion. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, le thème qui m'a été donné de développer est une carrière de femme au Congo. Je m'avais donc vous donner mon appréciation sur l'évolution professionnelle de la Congolaise depuis l'époque coloniale, après l'indépendance jusqu'à ce jour. Je m'attarderai sur un secteur précis, celui de la politique. Dans cet exercice, je vais me permettre de relever les facteurs endogènes et exogènes qui ont empêché les femmes congolaises de se retrouver nombreuses dans les instances de décision, les inadéquations qui les ont retenues prisonnières en raison des différentes combines politiciennes. Vous souffrirez que je me serve de mon exemple personnel qui a fait de moi un témoin privilégié qui a agi et vécu les événements
dans l'arène politique même. Le résultat de mon rétrospectif est que trop souvent, certains acteurs politiques refusent de considérer la femme comme une partenaire à part entière, préférant se servir d'elle comme marchepied ou pour remplir le meeting, pour arriver au pouvoir ou pour le consolider. Lorsque l'on considère l'importance que revêt la politique, il y a lieu d'affirmer sans peur d'être contredite que ce métier noble n'est pas incompatible avec les rôles d'épouse, de mère et de femme. Au contraire, toutes ces conditions sont des atouts pour le succès de la femme en politique. Elles lui permettent d'appréhender plusieurs facettes de la société que les politiques ambitionnent de diriger. La situation de la femme congolaise des 50 dernières années n'a pas été du tout facile. La Congolaise a toujours été reléguée au bas de l'échelle, et cela depuis l'époque coloniale. Les colonisateurs préféraient scolariser les garçons et renvoyer l'éducation de la femme au second plan. Et quand il a voulu s'en occuper, la femme était juste bonne pour les études ménagères. Pour preuve, vous retiendrez que dans les figures des proue de l'indépendance, il n'y avait aucune femme qui occupait une place proéminente. C'étaient les mêmes causes qui avaient produit les mêmes effets. Qui était-elle dans sa propre famille? Si ce n'est cet enfant, élevé différemment du garçon, un enfant qui devait être préparé seulement au mariage, qui n'avait qu'une seule mission principale, celle de faire les enfants et de nourrir sa famille. La notion de femme était réduite au seul aspect de la maternité et de la vie conjugale. En fait, l'envers d'une même médaille, c'est-à-dire être au service de l'homme. Pendant ce temps, le garçon était envoyé à l'école, devait être éduqué, car, croyait-on, il est l'image et le futur de la famille. De nos jours, en dehors des grandes agglomérations, il y a encore beaucoup de parents qui évoquent la précarité des moyens pour ne pas envoyer la fille à l'école. Scolariser une fille est encore vu comme dépense à perte. Pourtant, l'expérience démontre que la femme est beaucoup plus proche de la famille. Elles sont souvent tout aussi brillantes que les garçons à l'école. Elles sont très consciencieuses et entreprenantes. Et si elle en a les moyens, elle protège mieux la famille. Qui pourrait me contredire si je dis que les 3/4 des ménages à Kinshasa sont tenus par les femmes? La vie précaire de leurs époux a contraint les épouses à devenir les principaux pourvoyeurs aux besoins des ménages. En outre, dans les milieux ruraux, il n'est pas rare de constater que les familles vivent souvent des travaux de champs qui sont exécutés principalement par les femmes. En dépit de la condition de minorité prolongée que la coutume impose à la femme, l'histoire retiendra qu'avec l'évolution des circonstances, elle a fait face à ses responsabilités avec détermination, rectitude et intégrité. Ces atouts et qualités sont, à mon sens, essentiels et indispensables pour être une bonne gestionnaire. Et si elles étaient nombreuses dans les instances de décision, elles peuvent matérialiser le concept de bonne gouvernance et prendre en charge la plupart des problèmes sociaux qui sont renvoyés au second plan. Excellences, Mesdames et Messieurs, lorsque le président Mobutu arrive au pouvoir en 1965,
il décida d'associer la femme à l'œuvre de l'édification du pays. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes universitaires. La première était Madame Sophie Kanza, une femme très brillante. Cette volonté exprimée se matérialisa par sa nomination au poste du ministre d'État. L'expérience s'avéra concluante, car la femme prendra conscience qu'elle pouvait aussi accéder et assumer de hautes fonctions. Cette situation créa une émulation et les femmes décidèrent de créer des associations pour l'émancipation de la femme. La première fut UFC, Union des femmes congolaises, dirigée par Madame Mayaka Pongo, paix à son âme, et j'en fus le secrétaire général. Les femmes intégrèrent également le comité de base du MPR, où elles apprirent ensemble avec leurs collègues hommes le sens de l'engagement politique, du civisme, du nationalisme et j'en passe. En 1967, ce mouvement d'émancipation va s'étendre un peu partout dans l'arrière-pays. C'est ainsi que le président Mobutu nommera cette femme bourgmestre dans la capitale. Au nombre des heureuses promues, ma modeste personne fut retenue. Je devins ainsi bourgmestre de la commune de Léopoldville à Kalina, actuellement commune de la Gombe. J'avais alors 23 ans. Je dois reconnaître qu'il y a une part du destin dans mon parcours politique. Ma propre expérience part de ma curiosité en tant que fille d'un ancien bourgmestre. En effet, mon père, M. Henri Zouzi Kamande Chifuka, paix à son âme, était le tout premier noir élu bourgmestre dans la commune de Landécha 1958, avant l'indépendance. C'était à Luluabour, province du Kasaï occidental. Il fut sénateur par la suite, un autre parcours sans doute qui a fini par me convaincre de la nécessité de l'engagement politique, dans ma détermination et ma volonté de servir la nation, sans complexe de mon état de femme. Je dois aussi vous avouer que depuis le début de ma carrière, apprendre et entreprendre ont toujours fait partie de mes préoccupations. Car comme on dit, ce qui est recherché et connu par soi-même est beaucoup mieux maîtrisé et bien assimilé. Après la nomination de cette bourgmestre femme, le processus s'est poursuivi par la nomination des femmes dans tous les secteurs de la vie nationale. Il me sera difficile de les citer toutes. Mais nous avons eu des femmes au gouvernement de la République, donc ministres, parmi lesquelles je vais citer quelques-unes. La mère de l'actuel ministre du Plan, Olivier Kamitatu, qui s'appelait Maman Mafuta Mingi. On a eu Maman Mayu Makala, Maman Mataku, Maman Matankumu, Maman Ekile Lionda, Maman Angélique Mouyabo, Maman Soki Fouani, Maman Miteo Lola, etc., etc. Et au Parlement, on a eu Maman Marie-Rose Kazavubu, Maman Marie-Louise Lusambo, Maman Alphonsine Kalunga Mpungu, etc., etc. Dans cette foulée, on a eu des femmes ambassadeurs, des femmes commissaires du peuple, donc députés nationales, des femmes chefs d'entreprise, des femmes magistrats. Nous avons eu des grandes commerçantes qui étaient affiliées à la NESA. Dans l'armée, on avait un bataillon de femmes para. Il y en a eu aussi à la garde civile. Et dans la territoriale qui me tient tant à cœur, on a eu des femmes commissaires sous-régionales, des femmes vice-gouverneurs et même des femmes gouverneurs. C'est ici le lieu d'ouvrir la parenthèse pour vous dire que dans ces lots de nomination, au fil des ans, après mes fonctions de bourgmestre de la commune de la Gombe, j'ai assumé les charges d'inspecteur d'État, des commissaires provinciaux, des commissaires urbains, des vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa,
des gouverneurs de la province du Congo central, actuellement province du Bas-Congo, du gouverneur de la ville de Kinshasa. Je fus également dans l'appareil du parti, membre du comité central et du bureau politique du MPR. J'étais vice-président du comité central, qui était l'équivalent du vice-président de la République. Plus récemment, pendant la transition, j'ai été en 2003 nommé ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires, tout en demeurant présidente du MPR fait privé. En tant que femme, je dois vous avouer que ce n'était pas œuvre facile d'évoluer et de percer dans cet environnement éminemment masculin. Il a fallu beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté pour s'affirmer. Car dans le métier ou dans la carrière politique, on ne se fait pas de cadeaux. Et la seule volonté du chef de l'État ne suffit pas pour vous protéger. Comme vous le savez, autour du chef qui est le centre de gravité, chacun a besoin de prouver son savoir-faire, au point qu'une hostilité lente affecte les relations. Le monde n'ayant pas encore changé, le machisme interprète le moindre dérapage de la femme comme inhérente à la faiblesse de son genre. La réelle protection pour la femme doit être la compétence, la loyauté, la persévérance, le sérieux dans le travail, la remise en question permanente à vue de pratiquer l'excellence.